Député, je cède maintenant la parole à Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Un plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui sur le principe du projet de loi 3. Je veux d'abord remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pendant les consultations particulières. Pas beaucoup de félicitations, par contre, à donner au gouvernement dans sa gestion des invitations, Madame la Présidente. Imaginez-vous donc, moi, je n'avais jamais vu ça en 8 ans de parlementarisme. Il y a eu 6 annulations. 6 annulations de personnes qui n'ont pas voulu venir bénéficier de l'invitation qu'ils avaient reçue. Aucune de ces invitations-là qui était prévue d'avance n'a été remplacée par le gouvernement, alors que la liste des gens qui voulaient venir était très, très longue. Très, très longue. Moi, je n'avais jamais été autant sollicité comme député d'opposition pour dire est-ce que je peux venir à l'Assemblée, aux audiences, est-ce que je peux venir aux audiences. Des plages horaires. On a siégé un matin avec une seule audience, alors qu'on on en a 3. Le gouvernement a refusé systématiquement d'entendre du monde. Alors qu'on joue dans les cotisations syndicales, je me serais attendu, comme attente minimale, qu'on entende toutes les grandes fédérations syndicales, toutes les centrales. On a entendu un peu plus que le projet de loi 101. Mais cette fois-ci, on a refusé, du côté du gouvernement, d'entendre le syndicat de la fonction publique du Québec. Eux autres, ils n'ont pas eu la chance de venir. Le seul des grandes centrales et des grands syndicats affiliés qui n'a pas pu venir. Alors qu'il y avait, je le rappelle, 6 plages horaires de libre. On était tous ici, là. Tous les fonctionnaires étaient prêts, les parlementaires étaient prêts. On aurait pu les entendre. 6 plages horaires de libre. Puis eux autres, on a décidé de ne pas les écouter. Par contre, on a décidé d'investir 1 heure de notre temps pour entendre l'Institut économique de Montréal. C'est quoi l'Institut économique de Montréal? C'est-tu un groupe de patrons? Non. C'est-tu un groupe de travailleurs? Non. C'est un think tank financé en bonne partie à travers des crédits d'impôt de nos dons. Qu'est-ce qu'ils ont d'affaires à venir s'exprimer sur l'avenir des cotisations syndicales des travailleurs et travailleuses? Bien, écoute, on les a entendus, on a jasé avec eux. Je n'ai pas super bien préparé, Madame la Présidente, parce que quand ils sont venus pour dire qu'il y avait des assemblées fleuves au Québec, il fallait intervenir là-dessus, en citant la fameuse assemblée de ratification de l'entente de principe de l'Alliance des profs de Montréal il y a 2 ans. Je leur ai demandé, vous avez dit des assemblées fleuves, c'est quoi les autres? Alors, ils n'avaient rien à nous donner. Il n'y avait absolument rien à nous donner. Il y avait un exemple. Alors, on modifie des lois, nous, à cette heure, au gouvernement du Québec, avec des anecdotes. Avec 1, 2, 3 anecdotes. Parlons-en des anecdotes. C'est toujours les mêmes que le ministre du Travail réutilise. Essentiellement, là, ça tourne alentour des scotch de la FTQ Construction, de la FAE, notamment la fameuse Assemblée fleuve que je vous ai dit. Je n'ai jamais entendu aucune autre. Hein? Le ministre non plus, il n'y a pas d'autre Assemblée fleuve à nous soumettre. On verra une étude détaillée. Et la COP à Dubaï de la présidente de la FTQ. Allons-y méthodiquement. Les scotch là, à 50 $ de la FTQ Construction, là, tout le monde a trouvé ça scandaleux avec raison. Nulle part dans le projet de loi du ministre, un seul de ces articles va traiter de cet enjeu-là. La FTQ Construction, en raison de la loi R20, est déjà soumise à un audit comptable. Le comptable, sa job, ce n'est pas de faire un jugement moral sur la dépense. Lui, il veut savoir, l'avez-vous la facture du scotch à 50 $? C'est ça qu'il veut savoir. Ce n'est pas son problème à lui à savoir si c'est correct ou pas de dépenser 50 $ dans un scotch. Le projet de loi du ministre va régler absolument rien à cette situation-là. Absolument rien. La FAE. Ben là, je vous ai parlé des assemblées fleuves, la poursuite contre la loi 21. On a bien compris que ça agaçait le gouvernement. Mais il va falloir qu'ils comprennent 2 choses. D'abord, c'est une décision démocratique des membres de la FAE. Personne ne l'a contesté à l'interne, ne fait cheminer de résolutions dans leur congrès, dans leur assemblée générale. Il ne faudrait pas non plus décider à leur place que ce n'est pas correct du côté du gouvernement. Deuxième chose, là, admettons que la FAE se retire de la poursuite continue. Il y a d'autres poursuivants dans la poursuite. Même si le gouvernement, là, par un coup de baguette magique avec sa loi, vient mettre des bâtons dans les roues de la FAE pour qu'il arrête de poursuivre le gouvernement sur la loi 21, la poursuite va continuer. Ils sont un consortium, là, ils sont plusieurs poursuivants dans cette affaire-là. Ce n'est pas juste la FAE. Alors, ce n'est pas la fin des haricots pour le gouvernement à ce niveau-là. Puis finalement, la présence de la FTQ Construction, la présence de la présidente de la FTQ, à la COP à Dubaï. Il y a un congrès de la FTQ, il y a des gens qui ont proposé que la FTQ, qui est le plus gros syndicat du secteur privé, s'intéresse à l'avenir de la transition économique et énergétique au Québec. Ce que ça va vouloir dire pour les emplois, pour les secteurs de pointe. Quelle grosse surprise. Comme le gouvernement, en principe, puis les patrons, ils se pointent à la grande conférence internationale qui en discute. Il n'y a pas de scandale là. Ça émane d'une résolution de congrès. Fait on repasse toujours les 3 ou 4 mêmes anecdotes du côté du ministre et du gouvernement pour nous servir une pièce législative
qui remet en cause fondamentalement le droit du travail. Premier bloc, ingérence de l'État et atteinte à la liberté d'association. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont dénoncé le projet de loi 3 comme une ingérence inacceptable de l'État dans le fonctionnement autonome des organisations de salariés, menaçant leurs droits fondamentaux garantis par les chartes et les conventions internationales, notamment celle de l'OIT, la Convention 87. On parle de violation de l'autonomie des principes de liberté syndicale parce que le gouvernement veut dicter des modalités de fonctionnement interne. On parle aussi des statuts, des votes, du financement, mais enfreindre le principe de non-ingérence qui protège la capacité des syndicats à déterminer librement leur fonctionnement. Je vous mets 2 citations du mémoire de la CSQ. La première, l'article 12 du Code du travail est un peu plus clair à ce sujet. La nécessité de tenir des organisations syndicales à l'abri de toute forme d'ingérence ou de domination. Chercher à entraver les actifs d'une organisation syndicale, c'est bien ce que fait le projet de loi 3. Deuxième citation. Il n'appartient pas au gouvernement de dicter comment les citoyens et citoyennes doivent s'organiser. Il ne lui appartient pas non plus de dicter comment les travailleurs et travailleuses doivent s'organiser et comment leur association doit s'exprimer dans le cadre des débats publics. 2 citations de la CSQ. Il y a une menace à l'état de droit et à l'inconstitutionnalité potentielle. Le projet de loi est perçu comme une tentative de réduire les contre-pouvoirs. On a bien sûr tous vu et lu le communiqué du Barreau du Québec qui parlait spécifiquement de dérive, de menaces de dérive autoritaire au gouvernement du Québec et au Québec en raison de 3 projets de loi, notamment le projet de loi de M. le ministre du Travail. C'est donc un projet qui va visiblement, je pense, fondamentalement être déclaré inconstitutionnel à la fin d'un long processus judiciaire. Le ministre sera certainement plus ministre rendu là quand ça va être une décision qui sera rendue en Cour suprême, mais ça va être son nom qui va être écrit sur son projet de loi, malheureusement. Une citation de la FQPPU qu'elle aussi, on n'a pas réussi à entendre en commission. Restreindre les syndicats à ne pas pouvoir plaider certains arguments sans imposer une telle restriction aux employeurs est choquant en soi. Cela porte atteinte au droit de toute personne en pleine égalité à la détermination de ses droits et obligations par un tribunal indépendant. La FQPPU, c'est la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université, fédération syndicale. Autre section, discrimination et asymétrie injustifiée des obligations. C'est intéressant parce qu'on met beaucoup d'obligations sur la partie syndicale, mais on ne fait pas l'effet miroir du côté de la partie patronale. Par exemple, dans une section, on va forcer les syndicats à dévoiler dans leur état financier le salaire des dirigeants syndicaux et du plus haut cadre. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand j'ai posé la question au président directeur de la FCEI qui est venu en commission, je dis, vous êtes d'accord avec la transparence? Il dit oui. Bon, vous êtes d'accord? Est-ce que les syndicats doivent dévoiler le salaire de leurs dirigeants? Il dit oui. Et vous, c'est quoi votre salaire? Ah là, il y a un silence un peu gênant. Puis là, ben non, mais c'est pas la même chose. Puis ah bon, OK. Ce qui est bon pour Pinou, c'est pas bon pour Minou, comme on dit en bon québécois. Alors, on repassera pour la cohérence du côté de cette association patronale-là. D'ailleurs, c'est la seule qui est venue. Hein? Je parlais des désistements tantôt. Toutes les autres associations patronales se sont gardées une petite gêne. Moi, je pense que c'était d'ailleurs une bonne idée parce que ça ne les concerne pas. Les cotisations syndicales et la démocratie interne, ça ne les concerne pas. Il y a juste la FCEI qui est venue nous faire son plaidoyer et qui a été un peu décontenancée par ma question sur le salaire de son dirigeant. Le SQC, Syndicat québécois de la construction, sur ce dossier-là, a dit ceci. L'asymétrie dans les obligations imposées aux associations de salariés en comparaison des associations de dirigeants patronaux en sont exemptées. Cette asymétrie crée une inégalité de traitement qui va à l'encontre du principe d'équité. Sur le même sujet, le SPGQ, Syndicat professionnel du gouvernement du Québec, des organisations comme les associations patronales ne sont pas assujetties à de telles mesures. Il y a 2 poids, 2 mesures. Le gouvernement exige des syndicats qu'ils obtiennent un mandat explicite préalable pour pouvoir faire certaines activités, alors que d'autres groupes n'ont pas à passer par la même démarche. On parle aussi d'un autre enjeu important dans ce projet de loi, qui est la précarisation de la stabilité financière pour le détournement des ressources en question, donc les cotisations dites facultatives. C'est quand même une brèche importante dans ce qu'on appelle la formule Rand. Rand, c'est le juge Ivan Rand, qui, si mon mémoire est bonne, dans les années 50, a fait une décision importante qui a fait jurisprudence, qui disait que si un syndicat négocie une augmentation de salaire, un régime d'assurance, un régime de fonds de pension et qui, par définition, s'applique à tous les salariés, logiquement, tous les salariés vont devoir cotiser au syndicat. Ça ne vous oblige pas d'en être membre individuellement et de vous présenter aux assemblées générales, ça demeure une décision individuelle, mais votre cotisation, elle est automatique. C'est un peu la même logique. Si on veut des hôpitaux, des routes, des écoles, on va tous payer nos impôts. Ça ne vous oblige pas à aller voter aux élections. On le souhaite quand même, bien sûr, mais ça ne vous oblige pas. Donc, on vient faire une petite brèche ici, là, avec le côté du gouvernement dans la formule Rand, en disant, là, on va artificiellement
de toute pièce, créer une nouvelle catégorie qui est les dépenses dites facultatives. Et là, il y a comme une espèce de grand bloc, 4 grands blocs que le ministre a dessinés. C'est extrêmement flou dans la loi. Il a été extrêmement flou aussi pendant les audiences. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler l'étude d'Adaïe. Moi, est-ce que j'ai une batterie de questions que je veux lui poser, des questions très pointues d'applicabilité de ces cotisations dites facultatives. C'est en quelque sorte, c'est comme un nouveau syndicalisme à la carte. C'est comme si vous pouviez choisir, vous, Madame la Présidente, quand vous payez vos impôts au gouvernement du Québec, dire « Ouais, non, moi, ça ne m'intéresse pas de payer pour la santé, ça clique non plus, puis je pense que non, le réseau de la santé, je vais juste payer la moitié. » Comme si vous aviez ce loisir-là de faire un gouvernement à la carte, bien, Monsieur le ministre, lui, décide que c'est ça que les salariés vont pouvoir faire. On va faire un syndicalisme à la carte. Oui, 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 ça, c'est bon pour les dépenses de base, mais ça, non, ça, non, ça, non, ça, non. En plus, avec une procédure de vote complètement alambiquée, pas claire, c'est rien d'autre que d'ankyloser de manière fondamentale le processus démocratique syndical, qui, je le rappelle, est un foyer de démocratie, le milieu syndical. Je mets au défi le ministre de nous sortir un milieu au Québec plus démocratique que le milieu du travail. Où est-ce qu'on peut élire notre exécutif à chaque année, voter l'entièreté de notre budget à chaque année, où on peut faire individuellement des propositions d'amendement, où on peut mobiliser des collègues pour venir gagner sa modification d'amendement, où on vote tout, on vote la ratification de la grève, de la convention collective. C'est démocratique. Est-ce que ça peut être amélioré? Bien oui, comme toute, Madame la Présidente. Mais le gouvernement qui se met à faire des leçons de démocratie, lui, fait des bâillons, on est rendu à 9 bâillons, où est-ce qu'on vote ici à 2-3 heures du matin, puis il dit que les syndicats, eux autres, il faudrait qu'on leur tape un peu sur les doigts, parce que c'est pas tout à fait démocratique, les syndicats. Je suis désolé. Moi, j'en ai organisé des assemblées syndicales. Je ne sais pas si le ministre, lui, en a fait des assemblées syndicales dans sa vie. Je ne sais pas s'il a déjà occupé un emploi syndiqué. Je ne sais pas s'il a déjà mobilisé une assemblée syndicale. A-t-il déjà siégé sur un exécutif syndical? A-t-il déjà participé, donc tenu un vote, fait un amendement dans une assemblée syndicale? Considérant mon passé, Madame la Présidente, vous ne serez pas étonnée, j'en ai fait des dizaines dans différents milieux d'ailleurs. Comme conseiller syndical, j'en ai organisé aussi. Comme membre, j'en ai vécu. C'est des beaux foyers de démocratie. Encore une fois, ce n'est pas parfait. Mais de faire semblant, de laisser entendre que tout ça, là, c'est un peu tout croche, il faut faire le ménage, il y a de l'abus. Moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, Madame la Présidente. Ça ne passe visiblement pas non plus chez les principaux intéressés, qui étaient 50 000 dans les rues de Montréal samedi dernier, pour dire au ministre que ça ne passait pas son affaire. Le ministre n'arrête pas de dire « je ne fais pas ça contre les syndicats, je fais ça pour les syndiqués ». Bien, il y en avait 50 000 dans la rue, les syndiqués, puis ça ne les intéresse pas, son intervention au ministre. 2 citations sur l'enjeu de la Formule REN, Madame la Présidente. La CSD, Centrale des syndicats démocratiques. On viendrait ouvrir une dangereuse brèche contre la Formule REN en instaurant une vision d'un syndicalisme à la carte qui reflète une vision clientéliste du syndicalisme. Autre citation de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC. En scindant ainsi l'action syndicale en fonction de sa vision étroite et paternaliste de l'intérêt des travailleuses et travailleurs, le gouvernement piétine la démocratie représentative syndicale. Il y a aussi, donc, dans son projet de loi, une entrave importante à l'action judiciaire puis au rôle sociopolitique des organisations de travailleurs. Quand on vient dire que le financement des activités clés, là, comme des contestations de la loi, des campagnes politiques ou des campagnes de publicité, des mouvements sociaux, c'est rendu dépendant d'un vote annuel complexe, très difficilement modifiable aux fonctions de l'actualité, bien, ces activités-là pourraient être jugées essentielles à l'amélioration des conditions de vie de travail, bien, se trouvent menacées, ces activités-là. Parce que ça va être compliqué. Ça va rendre, encore une fois, le mouvement syndical ankylosé par une procédure sans queue ni tête, juste pour faire plaisir, je pense, à une certaine droite du Québec qui n'a jamais accepté que les travailleurs prennent position dans l'espace public. Et pourtant, on les invite ici. C'est le gouvernement qui invite les centrales syndicales à venir se prononcer sur les seuils d'immigration, par exemple. Bien, imaginez-vous donc à cette heure, selon ma compréhension du projet de loi du ministre, bien, le président, par exemple, de la CSN ou de la CSQ, mettons, qui viendrait en audition se positionner sur le nombre d'immigrants au Québec, il faudrait qu'il calcule quoi? Son salaire, le salaire de son conseiller politique, les frais de déplacement. Ça deviendrait une dépense facultative.